Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui nous vous proposons pour la tactique du jour cette position issue d'une partie entre les grands maîtres Letki et Totski. C'est une partie qui a été jouée en Russie en 1995. Le trait est au blanc, on voit une situation assez tendue quand même déjà. On vous invite donc à réfléchir à cette position, essayer de trouver la solution par vous-même, et ensuite Romu va tout vous expliquer en détail. Alors, on va essayer en tout cas. Donc effectivement, la situation est tendue, comme tu l'as dit. On voit que les blancs sont postés de manière déjà relativement agressive, avec notamment la tour G6 qui est bien ancrée dans le camp des noirs et qui a un œil sur le pion H6 et le pion G7. Elle est bien soutenue par le pion elle-même, par son pion en H5. On voit le fou E5 qui est lui aussi très très bien placé, puisque il travaille justement en collaboration avec cette tour, puisqu'il a un œil sur le pion G7. Il soutient aussi le pion D6, qui est un pion passé, certes bloqué, mais pour le moment le pion est passé et il peut paralyser quelques pièces noires, donc ça peut aussi être intéressant. La dame F4, elle aussi joue un rôle assez intéressant, puisqu'elle a elle également un œil sur le pion H6, donc elle travaille bien en collaboration avec la tour. Elle défend son fou E5 et ce pion D6. Donc les pièces sur l'aile roi et au centre sont plutôt bien coordonnées. Un mot sur la tour C1 qui elle aussi est relativement bien placée, puisqu'elle est sur une colonne ouverte et a dans son viseur le fou C6. Ce fou C6 qui n'est défendu que par la dame D7. Donc ça force donc cette dame à rester à la défense de ce fou. La tour F7 des noirs est une pièce importante, puisqu'elle défend le point sensible G7 dont on a parlé précédemment. Donc cette tour F7 est certainement la pièce maîtresse de la défense des noirs. La tour D5 est relativement bien placée, elle est bien défendue au centre, elle a un œil sur le fou E5, sur le pion D6, sur le pion D3. Elle ne défend pas vraiment son roi, mais elle peut donner du contre-jeu aux noirs. Et je ne l'ai pas dit, mais les noirs ont un pion de plus. Alors bien sûr, ça peut paraître anecdotique dans cette position, mais ça force justement les blancs à ne pas se rater dans leur attaque du roi, puisque on voit que sur l'aile dame, les noirs possèdent deux pions passés liés. Donc si l'attaque des blancs échoue, les noirs vont clairement avoir l'avantage et certainement même gagner la partie grâce à leurs deux pions sur l'aile dame. Donc les blancs doivent clairement agir rapidement. Et bien évidemment, c'est sur l'aile roi que ça va se passer, puisqu'on voit que les pièces sont plutôt amassées de ce côté-là. Et donc, on l'a dit déjà plusieurs fois, le pion G7 est clairement la cible privilégiée des pièces blanches. Et ce pion G7 est très important, parce que non seulement il fait partie du roc, mais il défend aussi son homologue en H6. Et donc ces deux pions sont soumis à une grosse pression. Et donc il va falloir faire sauter le verrou de la défense noire. Et le coup spectaculaire qu'il faut aller trouver, c'est le coup fou prend G7. Donc c'est une prise. C'est pas un échec, mais c'est une prise. Donc, comme vous en avez déjà l'habitude, on regarde en priorité les coups forcés. Donc, fou prend G7 en est un, et c'est le bon coup qu'il fallait avoir vu. Ouais. Par la même occasion, on peut dire aussi que c'est un coup sur case noire, sachant que dans la position initiale, on pouvait remarquer aussi qu'il y avait les fous de couleur opposée sur l'échiquier. Ces fous de couleur opposée, on le sait, favorisent la défense en finale. On espère faire nul lorsqu'on a les fous de couleur opposée et qu'on est moins bien, mais par contre dans les milieux de partie, ça favorise l'attaquant qui a une pièce supplémentaire pour attaquer sur une couleur. Donc déjà on sentait que la pression était forte sur G7 et H6, et en plus une fois qu'on voit qu'on a ces fous de couleur opposée, ça nous met sur la piste. Donc fou prend G7, effectivement ça a l'air assez naturel, mais il faut avoir vu la suite, parce que sinon on a balancé une pièce pour rien. Alors qu'est-ce qui se passe sur tour prend fou? Alors, l'intérêt d'avoir sacrifié le fou en G7, c'est que maintenant le pion H6 n'est plus défendu, et donc bien évidemment,
ça permet à la dame blanche, qui était quand même un peu en retrait, même si elle participait, on l'a dit, activement quand même à l'attaque, mais elle était quand même un peu en retrait par rapport notamment à la tour. Et donc maintenant, elle arrive avec fracas en H6, elle fait échec, donc ça force roi G8. Et on voit qu'en prenant à H6, cette dame exerce une pression assez désagréable sur la tour G7. Donc on voit que cette tour G7, elle n'est défendue que par la dame D7. Bon, et le roi, bien sûr. Donc il s'agit de faire sauter la défense et donc soit, comme c'est souvent le cas, rajouter un attaquant, soit éliminer un défenseur. Alors rajouter un attaquant sur la tour G7, ça ne semble pas possible. Par contre, éliminer un défenseur, c'est possible. On voit que le roi G8, on ne peut pas l'éloigner pour l'instant, mais par contre, la dame D7, on l'a dit en préambule, elle est cantonnée à la défense du fou C6. Donc en faisant le coup de tour prend C6, on prend une pièce déjà, et on empêche les noirs de faire dame prend tour, puisqu'alors, évidemment, la tour G7 se retrouverait sans protection, et donc on pourrait faire dame prend G7. Ok, donc on exploite la surcharge de cette dame, qui ne peut pas tout faire à la fois, et on rétablit un petit peu, pas tout à fait complètement l'équilibre, mais on rétablit un petit peu, il y a le même nombre de pièces en tout cas, si on ne compte pas les pions. Donc c'est intéressant, et on se doute qu'en plus l'attaque n'est pas finie pour autant, parce que ça peut menacer tour C7, on peut utiliser ce pion comme un soutien, mais on pourrait aussi envisager toujours la surcharge avec du tour C8 échec à un moment donné, puisque cette dame, bien entendu, ne peut pas quitter la 7e. Donc ce qu'ont fait les noirs paraît assez logique. La grosse pression est exercée sur leur tour G7, il y a des menaces à base de tour C7 ou tour C8, donc ils essaient d'alléger la pression par des échanges en jouant tour prend G6. Pas si bête. C'est même quasiment obligé d'ailleurs, puisque il faut bien faire quelque chose pour éviter de perdre tout de suite. Donc tour prend G6, alors ici il y a le choix. En fait les deux coups sont bons. Dans la partie, Lecky a choisi de prendre avec la dame en G6. Prendre avec le pion était aussi complètement possible. L'idée principale de prendre avec le pion, c'est que la dame blanche rêve d'aller sur H7, et pour l'instant, il y a une dame en D7 qui l'empêche, mais on peut utiliser notre tour en C6 pour faire une déviation avec le coup tour C8, c'est la menace principale, qui forcerait dame prend C8, et ensuite on ferait un mat en 2 avec dame H7. Oui, voilà, par exemple, tu l'illustres comme ça, dame H7, roi F8 et dame F7 mat. Et malheureusement pour les noirs, il n'y a pas de moyen d'empêcher ce tour C8, ni de renforcer la défense du roi, donc il n'y a pas d'échec non plus, il n'y a pas de contre-attaque, donc effectivement c'était fini peut-être plus rapidement que dans la partie, mais ce qu'il a choisi dans la partie, tout se passe sur échec, donc c'est peut-être le choix le plus humain, on va dire. Ouais, c'est humain, et de toute façon ça gagne aussi, donc il n'y a pas de mauvaise façon de gagner la partie. Donc dame prend G6, donc là il a joué roi F8, bon ça change pas grand chose de toute façon, donc dame F6, il continue. Sur roi, donc dans la partie il a joué roi E8, sur roi G8, justement les blancs joueraient H6, avec toujours la même menace. On veut faire dame G7, la dame D7 défend, donc on peut la dévier avec le coup tour C8. Donc on a bien compris que la coordination entre la dame F6, le pion H6 et la tour C8, à chaque fois fait sauter le verrou de la défense. Ouais, c'est la même idée qui se répète finalement. Donc et dans la partie, il est venu sur E8, c'est la même en couleur. C'est pareil, exactement pareil, tour C8 échec. Et là c'est terminé bien sûr, puisque sur dame prend C8, il y aurait dame E7 mat. Ok, donc une illustration quand même assez intéressante de la force des fous de couleur opposée dans l'attaque, et surtout on voit l'excellente collaboration de toutes les pièces qui travaillaient pour attaquer G7 et H6, donc il était logique quand même de mettre dans la liste des coups candidats le coup fou prend G7 pour forcer les événements. Ouais, complètement, et on voit qu'il faut regarder toujours tout l'échiquier et pas se cantonner à l'aile sur laquelle on pense faire la décision. Là, bien sûr, on comprend qu'on veut attaquer le roi, mais vous avez vu que pour faire sauter la défense, il fallait sacrifier en C6 et utiliser donc la colonne C ouverte. Donc, bien avoir en tête que l'échiquier comporte bien 64 cases et pas que 32, quoi. Exactement. Bon, on va s'arrêter sur ce conseil-là. Merci pour
pour ton conseil judicieux. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette tactique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est notre moyen de savoir si vous appréciez notre travail. N'hésitez pas également à commenter nos vidéos, à nous dire si vous aviez eu d'autres idées, si vous aviez trouvé cette solution ou pas, ou si vous aviez envisagé une autre façon de gagner la partie. N'hésitez pas également à partager auprès de vos amis notre travail afin qu'on se retrouve de plus en plus nombreux sur cette chaîne à essayer de progresser tous ensemble. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.